Bonjour tout le monde et bienvenue dans Une patte dans la psychomote, le podcast 100% dédié à la médiation animale. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Louis Robert, un éleveur aux multiples facettes qui, au fur et à mesure de sa carrière, s'est orienté dans le champ du handicap. Cette interview se tourne autour d'une réflexion qu'il a pu écrire sur la place du cheval dans le soin et qu'il partage sur Facebook pour en débattre avec d'autres interlocuteurs. Bonne écoute à vous. Déjà, je vais vous laisser vous présenter et nous raconter un petit peu votre parcours. Mon parcours, alors vous m'avez demandé mon parcours. Mon parcours, ça dépend où on le prend. Vous parlez de mon parcours d'équithérapie, d'équithérapeute. Comment vous en êtes arrivé là ? Qu'est-ce qui vous a Moi j'étais éleveur, de tout un tas de brebis, de chèvres, etc. Après j'ai élevé des chevaux. J'ai été accompagnateur en montagne aussi et accompagnateur de tourisme équestre. Voilà, donc dans les années 80, et pendant une vingtaine d'années, je me suis occupé d'une ferme équestre qui accueillait tout un tas de publics, aussi bien psy que handicap, que des maisons d'enfants, que des centres de vacances, etc. etc. Voilà. Donc à l'époque, on ne parlait pas beaucoup d'équithérapie. Et j'ai fait une formation 20 ans après d'EduxP. Et en même temps que cette formation, j'ai fait une formation d'équithérapie. Voilà. Du coup, ça m'amène à ma deuxième question, un petit peu. Comment et auprès de quel organisme vous êtes formé en Alors, à l'époque, il y avait une formation à Bobigny, à la fac de médecine de Bobigny, qui s'appelait AUERE. C'était l'attestation universitaire de rééducation par l'équitation. Voilà, donc c'était plutôt un cursus très court sur du niveau diplôme universitaire de médecine, enfin sur les médecines sportives, les choses comme ça, les spécialisations de médecine sportive. Ça n'a rien à voir avec une formation de médecine. C'est sur les gens qui faisaient de l'accompagnement sportif ou des choses comme ça. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à choisir le soin ? Parce que du coup, par thérapie, il y a une partie qui nous interpelle sur tout ce qui est la dimension du soin. Pourquoi est-ce que vous avez senti ce besoin de passer là-dessus, derrière cette formation-là ? J'avais 20 ans de pratique, donc avec tout un tas de publics, comme je vous l'ai dit. Donc j'avais déjà des idées sur la question. J'étais en formation d'EduxP, donc j'avais quand même des apports théoriques qui commençaient un petit peu à étayer tout ça. Et puis j'avais besoin de faire cette formation parce que je ne savais pas quelle orientation j'allais prendre après. Donc j'ai pas pris celle de l'équithérapie. En fait, j'ai travaillé dans un autre service. Mais je suis resté en contact avec des chevaux et je suis resté en contact avec tous ces mouvements autour de la médiation et de l'équithérapie. Donc vous n'avez pas exercé au final J'ai pas exercé à proprement parler en tant qu'équithérapeute. Ok. Voilà. J'ai exercé avant ma formation. Voilà. Et du coup, vous êtes dirigé vers quel type de population pendant que vous étiez... Alors moi, j'ai travaillé en formation en pédopsie, ici à Vichy, en aide sociale à l'enfance, principalement, et en délinquance aussi. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait un petit peu au niveau de la délinquance en tant qu'EduxP, qu'équithérapeute ? C'est deux choses différentes, mais après ça nous amène à toutes les autres questions que vous vous posez en rapport avec votre formation à vous, la psychomotricité. Moi, si je recommence dans le déroulement de la présentation, de ce que je propose, de ce que je comprends, oui. C'est que aujourd'hui il y a tout un tas de propositions. J'en ai fait une vague liste, là, ça va de l'hypothérapie, l'équithérapie, le coaching, la psychothérapie assistée par le cheval,
l'équitation adaptée, l'équihomologie, ça vient de sortir, la thérapie brève assistée par le cheval, etc. Puis j'en oublie encore une demi-douzaine. Et moi, pendant la formation que j'ai faite à Bobigny, comme c'est une fac de médecine, ce qui est logique, c'est qu'on nous a demandé de faire une approche de ce que c'était qu'une recherche. Voilà, donc on nous a demandé d'avoir un thème de recherche et puis de le dérouler. Et donc du coup, moi je me suis demandé pourquoi la relation avec le cheval serait thérapeutique, ce qui me semblait être la première question à se poser. Parce que si vous ne répondez pas à cette question, après chacun peut avoir ses propres réponses. Mais si vous n'avez pas cette question-là, et si vous n'avez pas des débuts de réponse, vous ne pouvez pas proposer du soin. Vous n'allez pas voir un médecin qui ne sait pas pourquoi il vous prescrit tel ou tel médicament. Ouais. Donc voilà, donc je me suis posé cette question-là, et en me posant cette question-là, il faut choisir des outils pour cette question, qui sont suivant les champs théoriques auxquels vous avez accès. Et celui qui concerne la relation avec les chevaux, ça me paraît être l'éthologie. Puisque c'est... alors là, je n'ai pas suivi votre... j'ai pas suivi tout à fait votre cadre de questionnement, là. Mais si vous prenez la philosophie, vous pouvez très bien vous poser une question philosophique sur la relation de l'homme et du cheval, mais ça ne va pas vous apporter des réponses au niveau thérapeutique. Oui. Pas forcément. Donc c'est pour ça que l'éthologie, c'est pratiquement la seule, et encore, discipline scientifique, c'est-à-dire qui répond à des critères très précis voilà, vous avez fait ça sûrement en formation, la différence entre une science, une croyance, etc. etc. Donc c'est l'éthologie qui est l'outil adapté. Alors une fois qu'on met le nez là-dedans, on s'aperçoit qu'on a un travers dans tout ce qu'on fait dès qu'on s'adresse dès qu'on a affaire aux animaux. C'est ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. Voilà, ça aussi vous avez entendu parler. Oui. Donc à partir du moment où vous avez une vision anthropocentrique de la relation avec les animaux et avec le cheval, bah ça s'arrête là, vous n'avez plus de conclusion possible. Voilà. Je vous laisse, si je veux pas vous, et donc c'est ça vous qui noyer. Vous a amené à écrire la réflexion que vous nous avez envoyée, c'est ça ? Oui, parce que ça me paraît... Alors après, je veux pas du tout exclure les qualifications et les approches qui viennent de... Par exemple, vous êtes dans une école de psychomotricité, il y a des gens qui sont psychothérapeutes, il y a des gens qui sont éducateurs spécialisés, etc., etc. Chacun a sa propre formation, puis chacun a sa propre mission, on va dire, entre guillemets. Mais si vous optez de travailler avec des chevaux, en tant que psychomotricien, par exemple, vous êtes cavalière ? Oui. Toutes les deux ? Oui. Bon, voilà, parce que c'est le minimum. C'est ça. C'est le minimum, donc si vous avez envie de travailler avec des chevaux pour votre métier, vous avez votre métier, mais vous avez un vécu avec le cheval. Oui. Et vous avez une idée précise de ce que vous allez demander, mettre en place plutôt. Vous allez mettre en place avec le patient, voilà, puis les chevaux ou le cheval, vous allez mettre en place une situation où vous espérez en tout cas mettre en place quelque chose qui va apporter une solution à un problème que vous avez identifié. Il y a un diagnostic, c'est le problème, enfin c'est la description des symptômes, etc. Qui peut même aller plus loin puisque vous travaillez avec des médecins, je suppose. Donc voilà, donc vous avez un diagnostic qui est établi, et à partir de là, vous avez un savoir-faire, si vous êtes équithérapeute,
qui vous permet de dire je vais faire ça parce que ça va peut-être, sûrement, il vaut mieux que ça soit sûrement que peut-être, aboutir à tel résultat. Voilà. Et du coup, pour vous, c'est quoi ce que vous appelez la juste dose ou les contre-indications du coup, qui seraient liées à l'équithérapie? Ça, c'est uniquement des mots que j'ai employés par rapport à tout acte thérapeutique. Oui. C'est-à-dire que la première chose, c'est d'abord ne pas nuire, comme on dit. Donc voilà. Et puis ça, c'est la contre-indication. Et puis la juste dose, c'est que si vous avez un principe actif ou dans une pratique ou dans un médicament, enfin bon, une pratique, puisque nous, il s'agit d'une pratique qui apporte, qui est thérapeutique, ça veut dire qu'elle déclenche des choses. Donc on connaît dans la pharmacopée ou dans les principes actifs de certains médicaments, des médicaments qui sont très actifs, qui peuvent être très toxiques, et c'est les mêmes qu'on prend pour vous soigner. Voilà, enfin je sais pas, mais je veux pas vous donner des... On va pas trop on va pas trop s'écarter du sujet. Ce qui est intéressant, vous me disiez les délinquants par exemple. Bon, c'est peut-être pas le plus facile à expliquer. Si vous avez des gens, des pathologies lourdes, des personnes qui sont polyhandicapées, oui. Évidemment, vous allez pas travailler avec en mettant en place une activité très très bougeante ou très surprenante où il y a des surprises, où il y a des risques, etc. Si, à contrario, vous voulez travailler avec des délinquants, vous allez peut-être travailler avec une activité où il y a des risques. Vous allez mettre en place des risques que vous avez calculés, que vous allez gérer. Mais puisque vous allez peut-être jouer sur ces limites-là. En même temps, si c'est des personnes... donc c'est là que si vous avez lu, c'est peut-être pas facile à lire. On est toujours... Vous l'avez vu, je crois, vous allez le voir, vous le voyez dans votre formation, c'est qu'on est toujours dans une alternance de défauts de liens, défauts de soins ou traumatismes etc., ou pathologies déficitaires, ou je sais pas, enfin tout un tas de choses comme ça. Et en même temps, besoin de réadaptation, de réassurage, voilà, etc. Donc la mise en risque, c'est le contraire du besoin de réassurage. Et pourtant, c'est les mêmes personnes qui ont besoin de réassurage et qui ont besoin de confronter à des limites. Si on parle de la délinquance, c'est mon analyse. Bon. Donc, vous allez besoin d'alterner dans la pratique, puisqu'il y a ces deux effets que je distingue, moi, dans le... C'est pas sorti de mon chapeau, c'est juste l'éthologie. C'est-à-dire que si vous regardez des chevaux dans un troupeau, dans un pré, dans la nature, il y a des choses que vous pouvez observer et vous pouvez en conclure que vous allez faire ça pour plutôt sécuriser des gens, les mettre en confiance, leur apporter même une certaine... voilà, c'est pour ça qu'on parle de médiation animale. Si vous voyez toutes les photos qui circulent sur les médiations animales, on emmène des chevaux dans les maisons de retraite, etc. Ou avec des personnes polyhandicapées, etc. C'est pas du tout la même chose que si vous faites une activité de voltige. Bien sûr. Voilà. Oui, au final, c'est s'adapter à la personne qu'on va rencontrer avec l'animal qu'on amène. Oui, c'est plus. Oui, c'est-à-dire que pour moi, l'équithérapie, c'est une thérapie environnementale. C'est-à-dire que j'ai un peu regardé les cursus, le contenu de la formation que vous faites. Là. Et ce que je constate souvent, y compris pour les gens qui sont psychothérapeutes, etc., c'est que
la psychanalyse, enfin toutes ces choses-là, on parle toujours du bonhomme, mais en dehors de son contexte environnemental, au sens premier, c'est-à-dire au sens animal du terme. Oui. C'est-à-dire qu'on a bien qu'on soit civilisé, parlant, etc., je suis bien d'accord avec tout ça, mais il n'empêche qu'on a des émotions, on a un fonctionnement animal. Et que quand on est confronté ou mis en contact avec un autre animal, ou dans un milieu, d'ailleurs entre nous, là, on est civilisé, mais si vous avez tout de suite un chien qui rentre dans la pièce que vous ne connaissez pas, qui est plus ou moins impressionnant, etc., ou si je vous amène dans mon écurie avec des chevaux que vous ne connaissez pas, etc., voilà. Et du coup, c'est dans ce sens que vous abordiez la place de l'éthologie dans la relation entre le soignant, le patient et le cheval, dans le sens où c'est le comportement c'est la compréhension à la fois du comportement de l'animal, mais aussi d'un comportement un peu animal chez la personne, ou vous aviez un autre angle de vue? Je pense que ça passe par ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un peu le diagnostic qui est posé, l'indication qui est posée de pratiquer ou pas, et dans quelle direction. Parce que ce que je vois surtout, et c'est pour ça que je reste sur... Mais ça fait une vingtaine d'années que j'ai fait ça. Et je l'ai diffusé un tout petit peu. Vous avez peut-être vu sur Internet, j'ai un groupe, là, Équithérapie. Oui. Mais il y a très très peu de gens qui arrivent à accéder à cette vision, parce qu'il y a le corporatisme, il y a les filières de formation. Je veux dire que c'est devenu un business un peu, l'équithérapie, hein, donc il y a tout un tas de filières. Et puis il y a aussi les chapelles, c'est-à-dire il y a la psychothérapie, il y a voilà. Donc chacun explique les choses à sa manière. La médiation animale qui a fait son apparition aussi. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est bien la relation qui est thérapeutique pour moi. On n'a pas besoin d'être psychothérapeute pour avoir une relation, pour installer une relation thérapeutique avec un cheval, avec des chevaux, comme vous n'en avez pas besoin pour être dans un cadre thérapeutique avec un chien, un chat, peut-être un poisson rouge, j'en sais rien. Bon. Mais c'est spécifique, c'est-à-dire que si vous me demandez, par exemple, qu'est-ce qui pourrait être, parce que ça se pratique aussi, la zinothérapie avec des ânes. Oui. Si vous me demandez de mettre en place une activité avec des ânes, j'en serais incapable tout de suite. Alors que j'ai quand même une connaissance un petit peu des ânes. Mais j'ai travaillé 30 ans avec des chevaux, donc j'ai pas suffisamment de connaissances sur le comportement de cette espèce-là par rapport à l'espèce des chevaux. Voilà. Parce que chaque détail est important. Et du coup, dans votre texte, vous parliez aussi de tout ce qui est de l'aspect de la domestication, du cheval notamment. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine ambiguïté dans l'équithérapie de qui domestique qui ou qui apprend à qui? Non, oui, enfin après, ça, c'est autre chose. Mais la domestication, c'est vraiment un phénomène neurobiologique. Okay. Il ne faut pas le voir justement au niveau philosophique, on peut le voir aussi comme ça, mais c'est autre chose. Et ce qui nous intéresse là, c'est au niveau... c'est très bien expliqué par Monsieur Barret, là, qui est éthologue. Moi, je suis incapable d'aller aussi loin, mais... il parle des mécanismes innés de déclenchement. Peut-être vous avez connu ça dans votre formation, je ne sais pas. Enfin, on est dans la neurobio, etc.
Et donc la domestication inverse ces mécanismes. C'est-à-dire que nous, on reste malgré tout dans une espèce de prédateur. Le cheval est un herbivore. Il y a tout un tas de choses qui se modifient aussi bien dans notre comportement à nous, enfin dans nos gènes, hein, et qui ne se sont pas modifiés depuis hier matin, mais voilà, au cours de l'évolution. C'est un phénomène qui est évolutif en plus. Et les chevaux, un cheval domestiqué, en plus s'il est dressé, s'il est éduqué, etc., il y a des choses qui s'inversent, ce qui permet aux deux espèces de se rapprocher. Mais c'est toujours très précaire et on est toujours sur le fil. C'est-à-dire que si vous êtes cavalière, vous savez bien ce que c'est. C'est-à-dire que vous avez un cheval qui est tout mignon, tout gentil. Et puis, il y a un sac en plastique, il va sauter en l'air, voilà. Donc, voilà. Et puis, vous avez l'habitude de monter toujours le même cheval. Donc, vous êtes tranquille. Oui. Mais on vous présente un cheval que vous ne connaissez pas, vous allez faire le tour 3 fois avant de monter dessus. Et puis, pendant les 3 premières minutes, vous avez une appréhension qui fait que vous êtes complètement tendu. Enfin, je me trompe ou pas ? Non. Non, pas. Je me trompe pas. Ouais. Donc c'est pour ça que qu'on est toujours sur le fil et c'est ce qui est intéressant. C'est pour ça que enfin c'est pas une critique. Je veux dire, je suis bien content quand c'est des pratiques qui évoluent, mais la médiation animale, ça a tendance à présenter les chevaux comme des nounours. C'est ce que j'écris, ce qui est complètement faux. Ce qui est intéressant, c'est le potentiel nerveux de réaction des chevaux. Et en miroir, le nôtre. C'est-à-dire la capacité qu'on a, parce qu'on nous dit aussi en médiation ou en équithérapie, on parle vous avez entendu parler du portage de Winnicott, oui. Etc. Donc, c'est vrai qu'on peut assimiler. Il y a des choses qu'on peut comparer. Mais, encore une fois, s'il y a un sac en plastique, là, c'est plus Winnicott du tout. On est tout de suite en schéma d'angoisse ou d'anxiété plus. Donc, c'est à vous de savoir jongler avec ces deux. Parce qu'effectivement, si vous faites une promenade, là, vous allez pouvoir amener une personne ou des personnes en état de tranquillité totale, qui pour moi, enfin là, je vous explique des choses qui sont peut-être un peu confuses, mais pour moi, c'est une sensation paradoxale, parce que c'est une sensation que vous ne devriez pas avoir à ce moment-là. Enfin, la meilleure preuve, c'est que, encore une fois, on va monter un cheval qu'on ne connaît pas, même en étant cavalier, alors si on n'est pas cavalier, c'est encore autre chose, mais voilà. Et donc, si on a cette sensation il se passe rien, c'est une sensation, c'est comme si, moi je suis apiculteur amateur. Si vous avez déjà mis le nez dans une ruche, par exemple, non, jamais. Oui, c'est une. Ouais. Une fois, oui, parce qu'il y en avait dans mon lycée. C'est impressionnant. Et il se passe rien. Des fois, il se passe quelque chose. S'il se passe rien, vous avez la sensation qu'il y a quelque chose d'anormal. Vous avez une sensation. Vous êtes au milieu de tout un tas de bestioles qui volent partout. Vous savez qu'au centième de seconde, ça peut basculer. C'est pas vous qui gérez, c'est les abeilles qui gèrent. Si ça bascule, vous êtes dans un état de confusion totale. Et si ça bascule pas, au bout d'un moment, vous êtes là complètement. Il y a des gens maintenant qui travaillent avec les abeilles en stage d'immersion comme ça, en séjour d'immersion.
Et je mets ça en parallèle avec... on va s'arrêter là pour le parallèle, mais voilà, c'est... Pas de souci. Et du coup, ça m'amène à ma question d'après. Comment est-ce que vous avez choisi les chevaux avec qui vous avez travaillé ou comment choisir en fait les chevaux avec qui travailler en équithérapie dans le soin? Il faut surtout les connaître très très bien. Après, on peut travailler avec n'importe quel cheval. Je peux même travailler avec des poulains ou avec des chevaux qui sont pas dressés. Mais alors à ce moment-là, on va pas les monter évidemment. Bien sûr. Mais on peut travailler avec des chevaux en liberté, à pied avec du travail en liberté. Ça, c'est très très intéressant. Mais c'est surtout de bien connaître, de sécuriser déjà l'activité, et puis parce qu'il n'y a pas droit à l'erreur, et puis si après vous travaillez avec des chevaux montés, évidemment de connaître parfaitement votre cavalerie, quoi. De ne pas avoir de surprise, ou le moins possible. Il me semble que dans le texte, vous aviez utilisé le terme de réparer. Je ne sais plus si ça concernait le cheval ou l'humain. Est-ce qu'il y a une forme de réparation mutuelle ou quelque chose? C'est un peu... Je crois que ça, c'est la domestication. Enfin, c'est un effet de la domestication. C'est-à-dire que je suis pas spécialiste de la question, mais vous avez plusieurs types de relations interespèces. Et le parasitisme, c'en est une. Il y en a une autre, je crois que c'est le commensalisme ou des choses comme ça. Ça, c'est des relations interespèces. Et la domestication, c'est une forme de relation interespèces. C'est-à-dire qu'il y a toujours un bénéfice. Alors, il est principalement alimentaire pour le cheval, mais il est sécuritaire aussi. Voilà. Et dans les deux sens... il y a plein d'espèces qui sont très proches de l'homme sans avoir été complètement domestiquées. Quand vous vivez dans la campagne, dans la nature, il y a ce qu'on appelle la distance de fuite. Vous avez des animaux qui vivent dans le périmètre d'une occupation humaine, et puis d'autres plus loin, et d'autres vraiment très très loin. Voilà. Et le cheval, naturellement, il s'approche de l'homme. Est-ce que... alors j'ai bien compris que vous n'avez pas forcément pratiqué, mais est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu à quoi pourrait ressembler le contenu d'une séance en équithérapie? Quand je dis que j'ai pas pratiqué, c'est avec le titre d'équithérapeute, si vous voulez. Mais j'ai pratiqué beaucoup en tant que responsable d'une unité d'une ferme équestre. Et puis comme en tant qu'éduc aussi. Oui. Voilà. Donc après ça dépend complètement du type de public. Séance individuelle ou séance parce que alors ça aussi on parle jamais de... Parce que l'équithérapeute se définit un peu comme une profession libérale, voilà. Donc il va mettre en place une séance individuelle, souvent. Ce qui, à mon sens, n'est pas forcément la meilleure idée. Ça peut être une idée, mais dès qu'on est... parce que l'équithérapie s'est pratiquée pendant des dizaines d'années dans les centres équestres avant qu'il y ait la dénomination d'équithérapeute. Et là, c'était plutôt des petits groupes ou des choses comme ça, quoi. Et donc là, il y a tout le côté d'insertion de la personne dans un collectif qui est intéressante. Il y a aussi la gestion d'un collectif qui peut être intéressante. Voilà. Surtout que le cheval est un animal qui aime pas bien être tout seul. C'est sûr. Et qu'il y a cet aspect-là des choses, c'est-à-dire que si vous voulez travailler sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'aspect sécurisant d'une séance en main ou en autonomie, s'il y a 2-3 chevaux,
c'est aussi bien que s'il y en a que deux ou qu'il y en a qu'un. Un cheval est toujours moins inquiet quand il y en a plusieurs que... Voilà. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous parliez de la place de l'équithérapeute dans le fait de cadrer et d'interpréter ce qui se passe pendant une séance. Est-ce que pour vous, sa place, elle se résume à ça ou il y a d'autres aspects? Comment est-ce que vous... Enfin, c'est quoi votre vision est-ce que vous pouvez expliquer l'idée que vous avez écrite dans le texte un petit peu que... Oui, c'est-à-dire que je pense que c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui précède qui explique ma vision des choses de l'équithérapeute, c'est-à-dire que c'est pas juste, c'est un organisateur. C'est un organisateur c'est-à-dire qu'on doit se décentrer. C'est pas le thérapeute, c'est pas lui qui va... Alors, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, évidemment, si je suis... j'ai des connaissances en psycho, si je suis psychomote ou thérapeute, etc., je vais avoir d'autres idées sur la question, évidemment. Mais ça vient après. C'est-à-dire que si j'utilise le cheval, autrement, je peux utiliser le vélo, le ping-pong ou je ne sais pas quoi d'autre. Ça établit une relation aussi avec la personne. Oui. Donc, si j'utilise le cheval, c'est parce que c'est... Pourquoi pas un âne, par exemple, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que j'ai une connaissance précise de la réaction, de la relation qui peut s'établir entre le cheval et mon patient, voilà, qui fait que je vais apporter une solution à un problème que j'ai identifié. Donc pour ça, je ne suis pas au centre de cette relation en tant que thérapeute, voilà, comme un psychanalyste ou comme un... Voilà. Mais je mets en place les choses en garantissant la sécurité déjà, et puis évidemment, et puis surtout la direction thérapeutique, en ayant bien compris que c'est la relation qui est thérapeutique. Oui. La relation du coup entre le enfin la relation à trois du coup. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que oui, c'est un système. C'est un système où pour moi l'organisateur il est là pour appuyer un peu, bâtir. On prenait l'exemple tout à l'heure de, je sais pas, ça peut être des jeunes qui ont des troubles caractériels ou je sais pas comment, voilà, des troubles de comportement, etc. Si vous avez pas assez de demandes en affinité relationnelle à cheval, ça veut dire que la personne, vous commencez de lui demander d'utiliser certaines techniques ou de la motricité fine, comme et puis de la compréhension de ce que vous lui demandez de faire et de la compréhension de ce qui provoque chez le cheval, etc. Donc là, si vous faites ça 10 minutes de trop, c'est foutu. Oui. Parce que y a ras-le-bol. Donc c'est à vous de juger à ce moment-là, de dire bon tiens, on va faire une balade, voilà. Mais si vous faites la balade 5 minutes de trop, c'est foutu. Parce que la personne se sera rechargée, on va dire, en tranquillité, en potentiel de calme un peu. Et puis c'est l'excès de tonicité ou l'excès qui va reprendre le dessus. Donc il faudra repartir sur une demande un peu plus pointue. Voilà, ça va être ça, l'alternance. Sans arrêt, c'est pour moi l'équithérapie, c'est ça. C'est l'alternance entre ces deux propriétés thérapeutiques qu'on peut avoir dans la relation avec le cheval. Donc là, on n'a pas parlé de psychothérapie,
On n'a pas parlé de thérapie brève, on n'a pas parlé de psychanalyse, on n'a pas parlé de tout ça. Je reviens un petit peu sur votre expérience personnelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter une expérience marquante ou l'une des expériences les plus marquantes que vous auriez pu vivre? Oui, il y en a tellement. Ouais, c'est des anecdotes après, donc c'est pas. C'est un petit peu ce que je viens de vous décrire. Hein. Ce que je vous ai décrit tout de suite, c'est des choses que j'ai vécues. Si vous emmenez des gens en randonnée à cheval au pas pendant 2 heures, et que c'est des jeunes de 17 ans qui sont en placement judiciaire pour des comportements ultra violents, etc., ben ça va pas aller. Oui. Voilà, donc ça c'est arrivé. Donc faut trouver une solution, il faut trouver d'autres moyens. Voilà, si en même temps vous leur proposez soit individuellement, soit collectivement une activité où il y a une mise en risque un peu plus, alors là ça va déjà mieux. Mais s'ils sont mis en situation d'échec, ben c'est la catastrophe. Donc faut revenir vers une activité plus sécurisante. Voilà, on est tout le temps là-dedans. Et puis il y a aussi le handicap, hein, voilà. Et puis les troubles autistiques ou des choses comme ça en pédopsie ou même avec des adultes où c'est beaucoup plus compliqué parce que on peut avoir une logique d'orientation thérapeutique pour tout un tas d'autres pathologies, mais pour ces pathologies-là, on tâtonne. Voilà, ce que j'ai vu, moi, c'était à Vichy d'ailleurs, en pédopsychiatrie, on allait dans un centre équestre et on faisait des promenades en main, comme ça. On ne savait pas pourquoi ni comment, personne ne se posait la question d'ailleurs, il n'y avait aucun retour, c'était activité poney. Okay. C'était une 20aine d'années. Mais ça fonctionnait plutôt pas mal. Okay. Voilà. Et du coup, dans une ligne de continuité, est-ce que vous auriez des conseils pour les personnes aujourd'hui qui voudraient se former dans l'équithérapie, le soin avec le cheval, des choses à faire, pas faire? Un petit peu. Alors là, j'avais déjà d'être cavalier, ce que vous m'avez dit. Hein. C'est un bon début. D'être cavalier, et puis de comprendre la relation. Alors ça, c'est l'éthologie, mais ça, c'est théorique, l'éthologie, etc. Mais de bien comprendre ce que c'est que la relation avec le cheval. De chercher à comprendre comment ça fonctionne. Je veux dire, sur le plan neurologique, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai pas les données pour... et puis c'est plus mon souci tout de suite, mais je veux dire, c'est là-dessus qu'il y a des pistes intéressantes. Voilà, je pense. Donc de bien comprendre, de se décentrer surtout. Se décentrer et puis de pratiquer. Puis de faire des expériences. Là, je vois sur le groupe Facebook dont on parlait tout à l'heure, c'est incroyable parce qu'il y a très peu de gens qui font... Enfin, je dis ça, peut-être je me trompe, j'espère que je me trompe. Mais dès que vous avez une activité thérapeutique, avec quelle qu'elle soit, de toute façon, c'est une expérience, parce qu'il n'y a pas de science exacte non plus. Donc, et alors là, de travailler avec des chevaux et des problématiques diverses, c'est chaque fois une expérience. Donc il faut accumuler des expériences et en faire soi-même. Si vous êtes cavalière, allez dans un autre centre équestre que celui où vous avez l'habitude d'aller. Si vous avez vos propres chevaux, allez monter. Si vous n'avez pas l'habitude de faire un voyage à cheval, faites un petit voyage à cheval, et des choses comme ça. Parce que là, vous allez comprendre tout un tas de choses.
d'avoir une vision un peu plus globale, du coup, de tout notre relation au cheval et tout. Comment ? Ça permet d'avoir une relation un peu plus globale, du coup, enfin une vision plus globale de ce qui se passe avec les chevaux. C'est-à-dire que je crois qu'on comprend passe. surtout ce qui nous arrive. C'est plus difficile de comprendre en passant par l'expérience des autres. Hein. Enfin, c'est ce qu'on dit. Puis c'est vrai, je crois qu'on peut le constater. Donc, quand on se destine à mettre une activité comme ça, enfin, un cadre comme ça, proposer un cadre thérapeutique comme ça, c'est pas rien. Donc, il faut être soi-même passé par tout un tas de... Voilà, avoir eu peur à cheval, par exemple. Les gens me disent, j'ai jamais eu peur à cheval. Bon, ben si t'as jamais eu peur à cheval, c'est que t'as pas pris un... t'as jamais essayé d'aller vers quelque chose que tu connaissais pas. Voilà, après, pourquoi pas, il y a des gens qui n'ont jamais peur, hein, mais c'est pas... Voilà. Je vois que vous avez ramené du coup 2 ouvrages dont vous nous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est ? C'est précisément un livre de Monsieur Barret, là, Éthologie sur le cheval, qui est vraiment très complet. Alors il y en a sûrement d'autres, mais celui-là il a fait un tabac quand même. D'ailleurs il est en rupture. Et il n'est plus là, Monsieur Barret, il est décédé, mais c'est très très complet. Et il a consacré toute sa vie à ça. Et ça, c'est la FENTAC, donc c'est une fédération de thérapie avec le cheval. Pour moi, c'est plutôt cette fédération-là qui est plutôt pas mal. Bon, après, il y a la Société française d'équithérapie, il y a tout un tas d'organismes. D'ailleurs, c'est la FENTAC qui est la plus proche de l'approche en psychomotricité. Avec Madame Saublins, je crois, Catherine Saublins, qui a un ouvrage de référence là-dessus d'ailleurs. Vous allez pouvoir le trouver. Okay. Sur le groupe Équithérapie, là vous le trouvez. D'accord. Et précisément, c'est là que je suis pas d'accord avec Monsieur Barret. Pourtant, j'ai pas les prétentions de pas être d'accord avec lui parce que c'est un grand monsieur. Mais au moins sur une chose, je l'ai retrouvé tout à l'heure. Là, toute la première partie du livre, c'est l'éthologie sur le cheval. D'accord. Où il explique en résumé ce qu'il a développé après dans ce bouquin. Et toute la partie suivante, c'est les psychothérapeutes, motes, etc., qui prennent le relais. Et il dit juste ça, là, voilà. Il dit juste... il dit juste qu'il laisse la parole, que lui, il a fait son boulot. D'éthologue sur la relation, sur la connaissance des chevaux, leur comportement et la relation qu'on peut avoir avec, mais qu'il passe la main, parce que lui c'est son métier, et qu'il passe la main aux gens dont le métier est de s'occuper des personnes, des pathologies, etc. Et donc c'est là que je ne suis pas d'accord. Parce que je pense que on parle toujours de la double compétence en équithérapie. Et c'est bien ça, c'est-à-dire qu'on peut être psychologue, mote, psychanalyste, etc., ou éduc, ou coach, parce qu'il y a tout ça. Si vous n'avez pas cette connaissance... au moins minimum en éthologie, c'est la relation qui soit, je reviens là-dessus, c'est la relation du patient et du cheval ensemble qui est thérapeutique. C'est pas le thérapeute qui apporte une solution. C'est pas le thérapeute qui apporte une solution. Il met en place, un cadre thérapeutique. Mais ces 2 bouquins, oui, puis j'ai d'autres, hein, je vous dis, il y a les coordonnées dans le groupe, là. Pas de souci. Donc, avoir une connaissance autant solide au niveau du patient, ou de la personne qu'on accueille, que du cheval, pour bien comprendre la relation qui se crée entre les deux. Si vous n'avez pas... Parce que moi, ça, c'est ce que je vous ai expliqué, là, depuis tout à l'heure, c'est ma manière de voir les choses. Oui, je comprends bien. Donc, il faut que vous ayez la vôtre.
et à partir de votre expérience avec les chevaux, et à partir de là, vous allez avoir un plan, vous allez avoir une direction de travail. Et c'est surtout ça qui est important. C'est qu'il y a un sens. C'est pas de dire, parce que je lis des trucs, mais c'est complètement dingue. Je suis un peu déçu par l'orientation que ça prend, parce que, et qui dessert, à mon avis, parce qu'il y a une mode, il y a une inflation dans cette activité. Et ce qui est dommage, c'est que, par exemple, à Vichy, il y a une grosse association qui supervise tous les types de prise en charge de handicap, Sagesse, vous le connaissez. Il y a une activité équestre qui est mise en place depuis plusieurs années, et on peut dire, alors je ne sais pas si c'est à juste titre ou le contraire, mais en tout cas, il n'y a aucune proposition d'équithérapie, volontairement. Volontairement, parce que il y a évidemment des psychologues, des psychiatres qui supervisent les groupes où sont prises en charge toutes ces personnes. Et ces personnes, jusqu'à présent, aussi bien du côté médical, des psychos, des psychiatres, etc., que du côté équestre, des moniteurs d'équitation, etc., ne veulent pas confondre une activité équestre de loisir, parce qu'il y a ça aussi, il y a l'activité équestre de loisir, il y a l'activité équestre sportive adaptée aussi, qui n'existe pas, je ne crois pas à Vichy, mais voilà, et qui est différente de la thérapie avec le cheval. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, ils mettent pas en commun du coup leurs connaissances, quoi. Donc c'est moins... oui, je me suis mal expliqué. Ce que je veux dire, c'est que il y a quand même des milieux éducatifs ou médicaux où l'équithérapie, ça passe pas. Bon, il y a toujours quelqu'un qui arrivera à tirer son épingle du jeu parce que les services fonctionnent, etc. Mais quand on dit à un médecin, puis des fois c'est les médecins eux-mêmes qui le disent, c'est super parce que le cheval ne juge pas, la médiation équestre c'est super, vous amenez un cheval dans un établissement, dans un IME, et puis tout s'arrange avec des enfants qui ont des troubles autistiques ou des choses comme ça. Moi je trouve que c'est très léger comme argumentaire, quoi. Parce que si vous aviez n'importe quel soignant qui s'amène dans un groupe de soignants en faisant une proposition, en ayant aussi peu d'éléments, on lui dirait, bah écoute, non, ça va pas nous suffire pour faire un programme de soins, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Tandis que là, on emploie toujours un peu les mêmes... c'est assez redondant, quoi. Voilà, on emploie toujours les mêmes arguments qui sont pas fondés. Alors on fait des évaluations, mais alors ce que je comprends pas, c'est que comment on peut faire une évaluation quand on n'a pas eu un projet au départ thérapeutique. On peut évaluer que si on a émis une hypothèse au début. Si vous avez aucune hypothèse, ou alors juste une hypothèse générale, je vais amener un cheval et ça va améliorer le patient, oui. C'est une hypothèse un peu large, donc après l'évaluation va être très large aussi. Hein. Oui, donc il va mieux. Il va mieux. Ok, oui, je vois. Oui, il n'y a pas de mesure de progrès. Voilà, précis. et je pense que parce que il y a toutes les associations, toutes les fédérations voudraient bien qu'il y ait une reconnaissance. Et puis il y en a une, il y a des moi je suis ça de loin, hein, mais bien sûr que ça se professionnalise, il y a des gens très sérieux, je suis pas en train de dire qu'on fait n'importe quoi, c'est pas ça. Mais pour aller plus loin, voilà, on est dans... C'est un peu le même problème que la médecine en général, de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a effectivement eu un départ avec des cadres très, très rigides, d'éthique, de qualification, etc. Et puis maintenant, on a les médecines
naturel, tout un tas de choses qui font qu'on a une offre maintenant très très large, quoi. Et du coup, je vais passer un peu à la question habituelle pour terminer un peu les interviews. Est-ce que vous utiliseriez le terme de médiation animale et comment est-ce que vous le définiriez ? C'est précisément ce dont je viens de parler, en résumé. Voilà. C'est-à-dire que la médiation animale, encore plus que l'équithérapie, je trouve que c'est un terme vraiment trop générique, trop imprécis, trop voilà. C'est-à-dire qu'il évite le terme de thérapie, comme ça on n'est plus dans les mêmes dans les mêmes contraintes, on va dire, d'argumentation scientifique, etc. Et alors après, de quoi il s'agit, quoi ? Je ne sais pas. Voilà. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. On vous invite à nous suivre sur notre Instagram et sur notre compte Spotify, Une patte dans la psychomote. En vous remerciant de l'attention que vous avez portée à ce podcast.